Il était évanoui sous un pont, et sans le savoir, la pauvre femme a sauvé un millionnaire disparu. Claire Martin pédalait sans hâte sur les rues encore sombres de Lyon, ce matin glacial de janvier. Il était un peu plus de 7 heures, et le soleil peinait à dissiper la brume d'hiver qui enveloppait les quais du Rhône. La ville semblait figée dans un silence cotonneux, seulement brisé par le grincement discret de la chaîne de son vélo rouge, usé mais fidèle. Claire, 32 ans, venait de terminer un énième service de nuit à l'hôpital public Édouard Herriot. Épuisée, les traits tirés, elle avait encore sur elle l'odeur caractéristique des couloirs stériles et des produits désinfectants. Mais plus que la fatigue, c'était la pensée de retrouver son fils Léo, 6 ans, qui la faisait tenir debout. Chaque matin, elle coupait à travers la ville pour rentrer plus vite chez elle dans leur petit appartement du quartier de la Guillotière. Mais aujourd'hui, sans trop réfléchir, elle décida d'emprunter une autre route, un raccourci rarement utilisé, passant par une vieille passerelle métallique presque abandonnée, en contrebas du pont de la Boucle. Le vent y était plus mordant, les arbres dénudés semblaient veiller en silence sur les secrets du fleuve. C'est là que Claire freina brusquement, son regard attiré par une silhouette au sol, à peine visible sous l'ombre des poutres d'acier. Un homme gisait là, inconscient. Il portait des vêtements déchirés mais manifestement de grande qualité, une chemise en soie froissée, une veste de costume italienne trempée et boueuse. Ses chaussures, bien que couvertes de terre, trahissaient leur prix exorbitant. Son visage était marqué de plusieurs éraflures, un filet de sang séché au coin des lèvres. Plus troublant encore, il n'avait ni sac, ni papier, ni téléphone. Rien. Claire descendit précipitamment de son vélo, le cœur battant. Elle s'agenouilla près de lui, cherchant un pouls. Il était vivant. Elle appela immédiatement les secours, sa voix tremblante, perçant enfin le silence de la matinée. Tandis qu'elle attendait les pompiers, elle observa davantage cet inconnu. Peau pâle, traits fins, mâchoire définie, mais couverte de saleté. Quelqu'un de bien né, pensait-elle instinctivement. Quelqu'un qui, visiblement, n'avait rien à faire ici. Les secours arrivèrent en moins de 10 minutes. Claire insista pour accompagner l'homme jusqu'à l'hôpital, son hôpital. Les ambulanciers, d'abord réticents, acceptèrent en voyant la détermination dans ses yeux. Installée à l'arrière de l'ambulance, elle ne le quittait pas du regard. Ce n'était pas seulement la surprise de la situation ou l'adrénaline du moment qui la tenait éveillée. Il y avait autre chose, une impression diffuse mais insistante que cet homme allait bouleverser bien plus qu'une simple fin de service. À leur arrivée à l'hôpital, l'agitation habituelle reprit ses droits. L'homme fut immédiatement pris en charge par les urgences. Claire, encore en tenue, expliqua ce qu'elle avait vu, comment elle l'avait trouvé. On la remercia, puis on lui demanda de rentrer se reposer. Mais elle resta, plantée là dans le hall, le vélo rouge à la main, regardant les portes battantes se refermer sur l'inconnu. Elle savait que quelque chose, ce jour-là, venait de basculer. En repartant enfin chez elle, les mains glacées sur le guidon, Claire ne pouvait détacher son esprit de cet homme tombé du néant. Elle connaissait la misère, les marginaux, les désespérés. L'hôpital en regorgeait. Mais lui n'en faisait pas partie. Il y avait dans ses traits quelque chose de digne, de presque royal, dissimulé sous la boue et les ecchymoses. Et surtout ce vide dans ses poches. Qui était-il? Que faisait-il sous ce pont? Et pourquoi, en croisant son regard, avait-elle ressenti cette brûlure étrange dans la poitrine, comme un fil invisible qui se tendait entre eux deux? La journée passa dans un flou. Elle s'occupa de Léo, prépara le dîner, relut une histoire 1000 fois répétée. Mais son esprit, lui, restait ailleurs, dans une chambre d'hôpital, aux côtés d'un inconnu élégant et brisé que personne n'attendait. Le lendemain, elle y retournerait, pas par devoir, pas par simple curiosité, parce qu'au fond, quelque chose lui disait que cet homme allait lui demander bien plus que son aide. Peut-être même, sans le savoir, lui offrirait-il une vérité qu'elle-même avait cessé d'espérer. Claire retourna à l'hôpital dès le lendemain, bien plus tôt que d'habitude. Elle avait laissé Léo chez la voisine, prétextant une urgence. Elle n'avait pas dormi. Toute la nuit, elle avait ressassé les images de l'homme sous le pont, les détails de ses vêtements, la détresse sur son visage inconscient. Ce n'était pas de la simple inquiétude, c'était une sorte d'obsession naissante, quelque chose de viscéral. Elle se dirigea directement vers le service de réanimation, où il avait été admis après leur arrivée. L'accueil fut tiède. L'homme était stable, sous surveillance,
mais toujours inconscient. Les médecins n'avaient pas grand-chose à dire. Pas de papier, pas de carte vitale, rien permettant d'établir son identité. Et plus étrange encore, aucune empreinte digitale ne correspondait dans les bases de données nationales. Il n'existait tout simplement pas. Claire réussit à convaincre un collègue, Jérôme, de la laisser entrer quelques minutes. Elle mit une blouse, attacha ses cheveux et entra discrètement dans la chambre. L'homme était là, allongé, branché à divers appareils, mais respirant sans assistance. Son visage semblait plus paisible que la veille, lavé de la crasse, mais toujours marqué par de fines coupures. Claire resta un moment sans bouger, à l'observer. Il avait les traits réguliers, presque trop parfaits, comme ceux d'un mannequin de vitrine, mais marqués par une fatigue profonde. Elle s'approcha et s'assit sur une chaise, silencieuse, curieuse, troublée. Au fil des heures, elle revint, discrètement, entre deux pauses, entre deux soins. Son comportement ne passa pas inaperçu. Une infirmière l'interrogea. Pourquoi tant d'intérêt pour un inconnu? Claire haussa les épaules, esquivant. Elle-même ne comprenait pas encore. Ce n'était pas de la pitié, ni même une simple envie d'aider. C'était autre chose, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Pendant les 48 heures qui suivirent, aucun proche ne se manifesta. Pas d'appel, pas de visite, pas même une trace dans les signalements de personnes disparues. Pourtant, un homme comme lui ne pouvait pas passer inaperçu. Ses vêtements étaient coûteux. Sa montre, retrouvée dans une poche intérieure, valait probablement plusieurs milliers d'euros. Qui était cet homme que personne ne cherchait? La question tourmentait Claire. Le 3e jour, alors qu'elle passait en douce près de la chambre, elle le vit bouger légèrement. Un frisson la parcourut. Elle s'approcha lentement. Ses paupières tremblaient. Il ouvrit enfin les yeux. D'abord lentement, comme s'il se réveillait d'un long cauchemar. Puis, soudainement, ses pupilles balayèrent la pièce, confuses, affolées. Claire appela une infirmière, mais resta à ses côtés. L'homme tentait de parler, mais seuls des murmures rauques s'échappèrent de ses lèvres. On lui donna un peu d'eau. Il tenta de se redresser douloureusement. Claire lui parla doucement, lui disant qu'il était en sécurité, à l'hôpital, qu'il avait été retrouvé blessé. Il l'écoutait, les sourcils froncés, comme s'il luttait contre un mur invisible. « Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Il secoua lentement la tête. Rien. Pas un mot. Pas un nom. Il cherchait désespérément, mais son regard trahissait la panique. Il ne savait plus qui il était. Claire sentit son cœur se serrer. La détresse qu'elle lisait dans ses yeux n'était pas feinte. Ce n'était pas un jeu. Cet homme avait réellement tout perdu. Les médecins confirmèrent le diagnostic. Amnésie post-traumatique, probablement due à un choc crânien sévère. Cela pouvait être temporaire, ou non. En attendant, il fallait attendre que la mémoire revienne d'elle-même. Claire resta longtemps à ses côtés ce jour-là, au point qu'on lui demanda de rentrer chez elle. Elle obéit à contre-cœur, mais revint le lendemain, et le jour suivant. Une routine s'installa, le lien aussi. Il commença à parler un peu plus. Il parlait un français impeccable, mais avec un léger accent indéfinissable, un mélange étrange, presque aristocratique. Il semblait éduqué, cultivé. Ses manières trahissaient une éducation soignée. Il s'excusait sans cesse, remerciait, gardait une posture droite malgré la douleur. Claire en apprenait plus sur lui à travers ses silences qu'à travers ses paroles. Il ne savait pas qui il était, mais elle devinait ce qu'il n'arrivait pas encore à formuler. Elle lui apportait des livres, des journaux, même des mots croisés. Il les complétait avec aisance, révélant une maîtrise étonnante de plusieurs langues, anglais, italien, espagnol et même quelques phrases en russe. À chaque découverte, Claire se disait la même chose. Cet homme n'était pas n'importe qui. Et pourtant, personne ne le réclamait. Un matin, en entrant dans sa chambre, elle le trouva debout, regardant par la fenêtre. Il se retourna lentement vers elle, le visage fermé. « J'ai fait un rêve étrange, murmura-t-il. Il y avait de l'eau, beaucoup d'eau, et une voix qui criait mon nom, je crois. » Claire se redressa, attentive. « Vous avez entendu un nom ?» Il hocha la tête, lentement. « Valancourt, ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ?» Claire sentit une secousse en elle. Ce nom, elle l'avait déjà entendu quelque part. Pas dans sa vie quotidienne, non. Mais dans les journaux, dans les médias, Valancourt. Oui, une vieille famille, riche, influente, associée à des domaines viticoles, à des galeries d'art, à des hôtels particuliers dans les beaux quartiers.
Elle fit mine de rien. Il n'était pas encore temps d'évoquer ses soupçons. Il était trop fragile, encore perdu dans son propre vide intérieur. Mais quelque chose avait changé. Un mot avait franchi la barrière de l'oubli. Et Claire, plus que jamais, était déterminée à découvrir à qui appartenait ce nom murmuré dans le noir. Elle savait que l'homme qu'elle avait sauvé n'était pas un simple anonyme, et que derrière ce silence se cachait un passé bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le nom Valancourt résonnait encore dans la tête de Claire lorsqu'elle quitta l'hôpital ce soir-là. Ce n'était pas un mot qu'on prononçait au hasard. Elle se souvenait très bien d'un article lu quelques semaines plus tôt entre deux patients en feuilletant une revue oubliée sur une table de salle de repos. La famille Valancourt y était décrite comme l'une des plus anciennes dynasties industrielles de France. Une richesse ancienne, presque monarchique, discrète mais omniprésente dans les sphères du pouvoir. Claire n'avait pas prêté attention à l'époque, absorbée par d'autres préoccupations. Mais maintenant, elle en était sûre. Ce nom, s'il sortait de la bouche de cet homme amnésique, n'était pas un hasard. Le lendemain matin, elle retourna au service plus tôt que prévu, prétextant une vérification de dossier pour accéder à la chambre de l'homme. Il était réveillé, assis sur le lit, les yeux perdus dans un livre qu'elle lui avait apporté. À son entrée, il leva les yeux et un sourire discret étira ses lèvres fatiguées. « Bonjour Claire, c'est bien votre prénom, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise qu'il s'en souvienne. « Oui. Et vous avez toujours du mal à vous souvenir de vous-même. » Il acquiesça, posant le livre sur la table de chevet. « J'ai l'impression d'avoir un brouillard dans la tête, comme si tout ce que je savais sur moi avait été effacé. Mais parfois, il y a des sensations, des odeurs, une musique qui déclenchent quelque chose, des éclairs. » Claire s'assit près de lui. Elle avait besoin d'observer chaque détail, chaque mouvement. Elle remarqua une fine cicatrice sur le côté droit de son crâne, à peine dissimulée sous les cheveux bruns. Une cicatrice récente. Elle n'avait pas été mentionnée dans le rapport médical, ou alors elle avait échappé à son attention. Elle tendit la main, hésitante. « Vous permettez ?» Il baissa la tête, la laissant inspecter. La cicatrice n'était pas celle d'un simple choc contre un rocher ou une chute accidentelle. Elle était nette, presque chirurgicale. Claire fronça les sourcils. « C'est étrange. On dirait qu'on vous a ouvert la tête. » Il la regarda, interloquée. Elle n'en dit pas plus. Pas pour l'instant. Mais en sortant de la chambre, elle se dirigea directement vers les archives du service. Elle voulait le dossier complet de l'homme, y compris les premiers examens. Après quelques manœuvres discrètes, elle accéda aux radiographies. Une lésion crânienne était bien indiquée, avec une possible intervention d'urgence. Mais aucun nom, aucun historique. Comme si quelqu'un avait délibérément supprimé les données antérieures. Claire sentit une tension sourde lui nouer l'estomac. Rien dans cette histoire n'était normal. Durant les jours suivants, elle se rapprocha de lui. Elle décida de lui donner un prénom provisoire. Il en avait besoin, pour ne pas sombrer dans l'oubli de soi. « Et si on vous appelait Julien, en attendant de savoir ?» proposa-t-elle un soir alors qu'il regardait un reportage à la télévision. Il sourit, un peu triste. « Julien, oui, c'est bien. C'est un prénom paisible. » À partir de ce moment-là, Julien devint son nom. Et entre eux, une complicité étrange naquit. Il n'y avait rien de romantique encore, juste cette proximité intense, rare, née du silence et de la confiance. Claire s'attachait à lui sans le dire, et Julien s'accrochait à elle comme à une bouée. Elle était son seul repère dans ce monde qu'il ne reconnaissait plus. Elle nota plusieurs autres indices qui la troublaient. Ses mains, par exemple, longues, fines, parfaitement entretenues. Ce n'étaient pas les mains d'un ouvrier ou d'un homme de terrain. Julien écrivait avec une élégance presque calligraphiée. Il connaissait des œuvres de littérature classique, citait Proust et Rilke sans effort. Il parlait avec une politesse désuète, un vocabulaire riche. Il avait des goûts raffinés, semblait reconnaître certaines musiques classiques dès les premières notes. Tout en lui respirait l'éducation élitiste. Mais il restait prisonnier de ce vide intérieur. Et cela le rongeait de plus en plus. Les cauchemars commencèrent à surgir. Claire l'entendait parfois crier dans son sommeil, murmurer des mots en langues étrangères. Elle le trouvait le matin avec les draps froissés, le front en sueur, les yeux hagards. Il avait peur, non pas seulement de ce qu'il avait oublié, mais de ce qu'il pourrait découvrir. Un soir, alors qu'il prenait un café dans le petit salon réservé aux patients,
Julien lui demanda « Et si je n'étais pas quelqu'un de bien? Et si ce que j'ai oublié était mieux oublié ?» Claire le regarda troublée. « Et si, au contraire, ce que vous avez oublié vous empêchait de réparer quelque chose, ou de vous défendre contre ceux qui veulent vous faire taire ?» Julien baissa les yeux. Ce doute, elle le sentait chez lui. Mais elle sentait aussi que derrière cette peur, il y avait un instinct plus fort encore, celui de la vérité. Il voulait savoir. Il avait besoin de comprendre. Alors, Claire prit une décision. Elle commencerait à enquêter, discrètement. Elle passerait ses soirées à faire des recherches sur la famille Valancourt, sur leur histoire, leurs membres, leurs entreprises. Elle irait chercher dans les archives de la presse, dans les forums, dans les bases de données ouvertes. Elle ne dirait rien à Julien, pas encore, mais elle savait que le temps pressait, car plus elle apprenait à le connaître, plus elle se rendait compte que ce n'était pas un homme ordinaire, et qu'il y avait peut-être quelqu'un, quelque part, qui avait tout fait pour l'effacer. Les jours suivants furent pour Claire un mélange fiévreux de travail, d'enquêtes nocturnes et d'attention constante portée à Julien. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, une fois Léo couché, elle s'asseyait devant son ordinateur avec une détermination nouvelle. Elle tapait le mot « Valancourt » dans tous les moteurs de recherche, parcourait les articles de journaux anciens, les archives économiques, les blogs mondains et même les forums anonymes. Elle trouvait des dizaines de mentions. La famille Valancourt était omniprésente dans le paysage économique français depuis des décennies. Mais ce n'est qu'après plusieurs heures de lecture minutieuse qu'un nom surgit enfin. Antoine Valancourt. Antoine, fils unique d'Étienne Valancourt, décédé il y a 1 an, et dernier héritier de la fortune colossale des Valancourt. Il avait disparu 2 mois plus tôt, lors d'un séjour à Lyon. Les circonstances de sa disparition restaient mystérieuses. La presse parlait d'un accident, d'une possible fuite volontaire, mais aussi de théories plus sombres, enlèvement, crime de famille, vengeance interne. La police n'avait publié que peu d'informations et la famille s'était murée dans un silence froid. L'affaire avait fait la une pendant quelques jours, puis avait été étouffée. Trop de puissance, trop d'influence. Claire resta figée devant l'écran, le souffle court. Elle cliqua sur une photo d'Antoine publiée dans un article de Société. L'image était légèrement floue, prise lors d'un gala de bienfaisance. Il portait un smoking noir, tenait une coupe de champagne, entouré de visages riches et polis. Mais ce visage-là, elle le connaissait désormais. Même si la barbe avait poussé, même si les traits étaient plus marqués par la fatigue et le traumatisme, c'était lui. Elle n'avait presque aucun doute. Julien était Antoine Valancourt. Mais pouvait-elle en être certaine? Elle imprima la photo et l'apporta avec elle le lendemain, dissimulée dans un livre. Elle s'assit près de Julien comme chaque jour et l'observa longuement. Il lisait un roman, perdu dans les lignes, comme pour fuir le vide de son esprit. Claire ouvrit le livre à la page où elle avait glissé l'image, en silence, puis tourna doucement le volume pour qu'il puisse la voir. « Est-ce que ce visage vous dit quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Julien leva les yeux, observa la photo. Son regard resta figé. Il plissa les yeux, fronça les sourcils. Quelque chose se passait. Claire le sentit immédiatement. Il tendit la main, prit la photo et la scruta longuement. Puis, il secoua la tête, confus. Il me paraît familier. Mais je ne sais pas. C'est étrange. J'ai l'impression de le connaître, de l'avoir été. Claire retint sa respiration. Il ne niait pas. Il n'était pas choqué. Il semblait au contraire troublé, comme s'il contemplait un miroir du passé. Elle ne voulait pas le brusquer. Alors elle glissa doucement la photo dans sa poche. Ce n'est peut-être rien, juste une ressemblance. Mais dans son esprit, la conviction prenait racine. Julien n'était pas un inconnu tombé sous un pont. Il était Antoine Valancourt, disparu depuis 2 mois, et visiblement laissé pour mort. La question maintenant n'était plus seulement de savoir qui il était, mais pourquoi il avait été effacé. Les jours suivants, Julien fit plusieurs rêves agités. Il parlait en dormant, prononçait des mots incompréhensibles, mais aussi parfois très clairs. Bateau, père, trop tard. Claire les notait mentalement, reconstituait une carte de bribes, comme un puzzle sans image de référence. Il se souvenait aussi de bruit, un moteur, le clapotis de l'eau, une voix féminine criant son prénom. Un soir, il s'éveilla en sursaut et murmura « Je crois que j'étais sur un bateau et que quelqu'un m'a poussé ». Claire sentit un frisson glacé lui traverser le dos. Si cette vision était réelle, alors Julien n'avait pas disparu de son plein gré.
il avait été éliminé, ou du moins, quelqu'un avait tenté de le faire disparaître. Elle évita de lui montrer plus de photos, de peur de l'ébranler davantage. Mais en parallèle, elle continua ses recherches. Elle découvrit que la succession d'Étienne Valancourt avait été extrêmement controversée, que plusieurs membres de la famille, notamment un certain Gérard Valancourt, frère cadet du défunt patriarche, avaient contesté le testament. Gérard aurait été écarté de la direction du groupe au profit d'Antoine, dans des circonstances troubles. Des rumeurs de conflits familiaux circulaient, bien que soigneusement dissimulées. Plus elle creusait, plus elle tombait sur des incohérences, des disparitions de témoins, des employés limogés sans explication, des silences achetés. Tout semblait converger vers une tentative d'écarter Antoine sans laisser de traces, et Julien ou Antoine réapparaissait soudainement, privé de mémoire, vidé de son identité, dans une ville où il n'était censé être que de passage. Claire se retrouvait face à un dilemme. Devait-elle lui dire? Devait-elle révéler ce qu'elle savait au risque de provoquer une rechute ou pire, de l'exposer à un danger immédiat? Elle choisit de se taire, pour l'instant. Mais elle garda près d'elle toutes les preuves qu'elle collectait. Elle créa un dossier secret sur une clé USB, y sauvegarda chaque article, chaque photo, chaque lien suspect. Entre-temps, l'état de Julien s'améliorait. Il reprenait des forces. Son esprit devenait plus alerte. Il posait davantage de questions, voulait comprendre ce qui lui arrivait, pourquoi personne ne le cherchait. Claire esquivait habilement, prétendant que l'administration faisait encore des recherches. Mais elle savait que le compte à rebours avait commencé. Tôt ou tard, quelqu'un apprendrait qu'il était en vie. Et si ce quelqu'un faisait partie de ceux qui avaient voulu le faire taire, alors il viendrait de finir ce qu'ils avaient commencé. Elle passait de plus en plus de temps à ses côtés, parfois au détriment de ses propres responsabilités. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait le sentiment d'être la seule personne au monde capable de le protéger. Et au fond, une part d'elle-même s'attachait dangereusement à cet homme brisé, à cet héritier sans mémoire qui, malgré le vide de son passé, avait su éveiller en elle une force qu'elle croyait endormie. Ce n'était plus seulement une affaire de curiosité. C'était devenu une affaire de vie ou de mort. Claire ne dormait presque plus. Les nuits s'égrenaient dans un tourbillon d'images, de sons et d'hypothèses. Le nom Valancourt tournait dans sa tête comme une litanie obsédante. Antoine, Julien, l'homme qu'elle avait sauvé, l'homme qu'elle nourrissait, rassurait, protégeait, était-il vraiment l'héritier disparu d'une des plus puissantes familles de France? Et si oui, alors que faisait-il, elle et lui, à faire semblant que ce n'était pas le cas? Chaque geste qu'elle posait, chaque silence qu'elle gardait lui semblait à la fois nécessaire et lourd de conséquences. Julien, lui, gagnait en lucidité. Les premiers jours de brume s'étaient dissipés. Sa mémoire demeurait en grande partie muette, mais son corps, ses réflexes, son intelligence revenaient à lui. Il se levait tôt, demandait des journaux, s'informait sur les événements récents. Il posait des questions de plus en plus précises à Claire, sur la ville, sur la manière dont elle l'avait trouvée, sur les démarches engagées pour retrouver son identité. Claire répondait avec prudence, dosant chaque mot. Elle sentait que le moment de tout lui révéler approchait, mais elle n'était pas encore prête. Ou peut-être était-ce lui qui ne l'était pas. Elle continuait de l'appeler Julien. C'était devenu une habitude, une façon de ne pas le confronter trop vite à ce qu'il avait oublié. Il ne protestait pas. Peut-être même qu'il s'y attachait. Ce prénom, ce nouveau lui, c'était un refuge temporaire, une parenthèse entre deux vies. Et dans cette parenthèse, leur lien se renforçait. Ils partagèrent des repas, des confidences, des silences. Claire lui parlait parfois de Léo, de ses longues nuits à l'hôpital, de sa solitude assumée. Julien l'écoutait, attentif, reconnaissant. Il y avait dans ses yeux une chaleur nouvelle, une lumière fragile. Pendant ce temps, Claire poursuivait ses recherches. Elle découvrit que la disparition d'Antoine avait coïncidé avec la fin d'un important procès de succession. Étienne Valancourt, le patriarche, avait laissé derrière lui une fortune colossale et un empire industriel dont Antoine devait hériter. Mais plusieurs membres de la famille s'y étaient opposés, invoquant des clauses obscures, des comportements irrationnels, des décisions prises sous influence. Gérard Valancourt, l'oncle d'Antoine, menait la fronde. Officiellement, tout s'était soldé par un accord. Mais officieusement, Claire découvrit des traces d'affrontements internes violents, des licenciements suspects, des disparitions opportunes. Tout indiquait qu'Antoine avait représenté une menace
pour certains intérêts familiaux. Et puis, il avait disparu. Elle retrouva aussi des photos plus récentes d'Antoine. Certaines, prises à Paris, le montraient lors d'événements caritatifs. D'autres, plus rares, semblaient avoir été prises à Lyon, peu avant sa disparition. Elle reconnut un détail important. Sur l'une des images prises devant un hôtel de luxe du Vieux-Lyon, Antoine portait une veste identique à celle que Julien portait lorsqu'elle l'avait trouvée sous le pont. Même tissu, même coupe, même bouton manquant. Ce n'était plus une intuition, c'était une confirmation. Elle hésita à lui montrer la photo, mais quelque chose en elle résistait encore. Elle voulait d'abord comprendre le tableau complet. Car même si Julien était bien Antoine, cela ne lui disait pas pourquoi il avait été retrouvé inconscient, sans papier, dans un endroit isolé, abandonné comme un déchet. Qui l'avait emmené là? Et surtout, pourquoi? Était-ce une tentative de meurtre raté? Une fuite orchestrée par lui-même pour échapper à une situation intenable ou un piège tendu par ceux qui l'entouraient? Julien, de son côté, sentait les changements. Il devinait que Claire lui cachait quelque chose. Un matin, alors qu'il prenait un café dans la cour intérieure de l'hôpital, il posa sa main sur celle de Claire et murmura « Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose que je ne sais pas. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle observa sa main sur la sienne, cette main aux doigts fins, celle d'un homme qui n'avait jamais vraiment travaillé de ses mains. Puis, elle releva les yeux vers lui. « J'ai des soupçons. Mais ce ne sont que des soupçons, Julien. Je ne veux pas vous troubler davantage tant que je n'ai pas de certitude. » Il hocha la tête lentement. « Mais vous me croyez quand je dis que je ne me souviens de rien? » « Oui, je vous crois. » Il serra légèrement ses doigts, puis relâcha. « Alors, aidez-moi, même si ça fait mal, même si je ne suis pas celui que j'aimerais être. » Claire savait à cet instant qu'elle ne pourrait plus retarder l'inévitable. Mais le destin, lui, décida d'accélérer les choses. Le jour suivant, alors qu'elle entrait dans le service, elle aperçut un homme en costume sombre discuter avec le chef de service. Un homme au port altier, au regard perçant, bien rasé, qui tenait une mallette en cuir noir. Elle sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha discrètement, tendant l'oreille. L'homme se présentait comme le tuteur légal d'un patient sans nom, affirmant avoir retrouvé la trace de son neveu disparu et exigeait qu'on lui confie sa garde. Il montrait des papiers, des lettres notariées, des documents. Tout semblait parfaitement légal. Claire se précipita dans la chambre de Julien. Il lisait, comme souvent, mais leva immédiatement les yeux en la voyant entrer si brusquement. Elle referma la porte derrière elle. « Il y a un homme ici, dit-elle à voix basse. Il dit être votre oncle. Il veut vous faire transférer dans une clinique privée. » Julien pâlit légèrement. « Je ne me souviens d'aucun oncle. »« Moi non plus, mais il est là, avec des papiers, et il ne me plaît pas du tout. » Julien se leva, visiblement perturbé. Ils échangèrent un regard silencieux, le genre de regard où se concentre une décision. « Je ne veux pas partir, Claire, je veux rester ici, avec vous. » Elle hocha la tête. « Alors je vais m'arranger pour que vous restiez. » Elle fit alors ce qu'elle n'aurait jamais cru faire un jour. Elle s'interposa entre le médecin-chef et l'homme en costume. Elle exigea un second avis médical, une vérification juridique des documents, un délai administratif. Elle invoqua la fragilité du patient, le risque d'un transfert trop hâtif. L'homme en costume ne scia pas, mais ses yeux devinrent froids. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, mademoiselle ? » « Je sais que je protège un être humain, » répondit-elle. L'homme tourna les talons. Il reviendrait, c'était certain. Mais Claire avait gagné du temps précieux pour comprendre. Et surtout, pour préparer la suite. Car maintenant, elle le savait. S'ils voulèrent la vérité, ils allèrent devoir la chercher ailleurs. Et peut-être fuir Lyon avant qu'il ne soit trop tard. L'après-midi s'étira dans une tension silencieuse. Après le départ de l'homme en costume, Claire resta longtemps assise dans la salle de pause du service, son esprit en alerte, rejouant chaque mot, chaque geste, chaque regard. Ce n'était pas un simple visiteur venu retrouver un proche perdu. C'était un homme d'affaires, rompu aux négociations secrètes, aux discours huilés, aux menaces voilées. Il avait laissé un nom, Gérard Valancourt. Le nom résonnait maintenant avec clarté. Elle l'avait lu dans les articles, entendu dans les rumeurs familiales. Le frère du défunt Étienne, l'oncle d'Antoine, un homme puissant, discret, qui avait contesté l'héritage laissé à son neveu. Un homme pour qui la disparition d'Antoine avait peut-être été bien plus qu'une coïncidence.
Claire savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible. En s'opposant à cet homme, elle ne jouait plus seulement le rôle de l'infirmière compatissante ou de la protectrice involontaire. Elle devenait actrice, complice, témoin. Elle avait mis les deux pieds dans une histoire de famille dont les ramifications dépassaient de loin son univers de garde de nuit, de biberons et de factures impayées. Et pourtant, elle ne regrettait rien. Ce qu'elle avait vu dans les yeux de Julien ce matin-là, lorsqu'il avait dit ne pas vouloir partir, valait toutes les mises en garde. Elle retourna le voir, le cœur battant. Il était toujours dans sa chambre, assis au bord du lit, les mains jointes. Il avait entendu le ton monter dans le couloir, il avait compris que quelque chose de grave se jouait. Lorsqu'elle entra, il releva la tête et la fixa longuement. « Il est parti ?» Claire acquiesça. « Pour l'instant, oui. Mais il reviendra. » Julien détourna les yeux pensif. Ce nom, Gérard Valancourt, il ne me dit rien, mais il me donne la nausée. Claire s'assit à côté de lui. Elle posa doucement une main sur son bras. « Je crois que tu es en danger. Et je crois aussi que cet homme veut te faire disparaître à nouveau. Il a trop de certitudes, trop de documents, trop de confiance. Il savait que tu étais ici. Il savait exactement où te trouver. Ce n'est pas normal. » Julien resta silencieux. Puis, au bout de quelques secondes, il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et fixa le ciel. Il avait ce geste presque mécanique, chaque fois qu'il était bouleversé, comme s'il cherchait des réponses dans les nuages. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-il enfin. Claire le regarda droit dans les yeux. « Je te sors d'ici. Ce soir, tu viens chez moi. On se cache, on réfléchit et on agit. Mais ici, tu n'es plus en sécurité. » Julien ne protesta pas. Il hocha simplement la tête. Ce soir-là, Claire profita du changement d'équipe pour faire sortir Julien discrètement. Elle lui avait apporté des vêtements civils, un bonnet, une écharpe. Ils descendirent par l'escalier de service, passèrent par l'arrière-cour, puis empruntèrent une ruelle peu fréquentée. Son vélo rouge les attendait contre un mur. Ils marchèrent d'un pas rapide jusqu'à un arrêt de tramway et de là prirent une correspondance jusqu'à Guillotière. Julien boitait légèrement. Encore affaibli, mais il avançait sans plainte. Arrivé chez elle, Claire referma la porte à double tour, baissa les volets et posa son sac sur la table. Léo dormait paisiblement dans sa chambre, inconscient du bouleversement silencieux qui venait d'entrer dans leur vie. Claire prépara une soupe, donna à Julien de quoi se laver et le laissa un moment seul dans la salle de bain. Lorsqu'il réapparut, cheveux mouillés, vêtu d'un sweat gris et d'un pantalon large, il ressemblait à un autre homme, plus jeune, plus fragile, plus réel. Ils s'assirent à table. La soupe était tiède, le silence pesant. Puis Julien parla. « Merci, Claire. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais merci. Tu n'as rien fait. Tu as juste eu la malchance d'être né dans la mauvaise famille, je crois. » Elle sortit la photo imprimée d'Antoine Valancourt, celle qu'elle avait déjà montrée brièvement. Cette fois, elle la posa sur la table, bien en vue. Julien la regarda longuement. Il ne détourna pas les yeux. « C'est moi, dit-il enfin. C'est étrange à dire, mais je le sais maintenant. C'est moi. » Claire sentit un mélange d'angoisse et de soulagement. « Tu t'en souviens ?»« Non, pas encore. Mais mon corps, mes mains, mes réactions, tout ça, je sens que ce n'est pas une invention. Je suis Antoine Valancourt, et ce Gérard, ce n'est pas mon sauveur. » Ce soir-là, ils parlèrent longtemps. Claire lui raconta tout ce qu'elle avait découvert, la famille, le conflit, l'héritage, les articles étouffés. Julien écoutait, notait mentalement, parfois posait une question. Il se construisait lentement une nouvelle image de lui-même, pierre après pierre. Claire lui montra aussi les quelques souvenirs qu'il avait évoqués sans le savoir. Le bateau, l'eau, la voix. Julien confirma. Il ne savait pas à quel moment cela s'était passé, mais il se rappelait un soir brumeux, une dispute violente, un coup porté à la tête, puis le silence. Il avait été jeté à l'eau. Il en était sûr maintenant. Ils passèrent la nuit à demi éveillés, l'un sur le canapé, l'autre dans la chambre d'amis. Claire gardait son téléphone près d'elle, prête à appeler de l'aide si nécessaire. Elle ne faisait plus confiance à personne à l'hôpital, et elle savait que Gérard n'abandonnerait pas. Le lendemain, Claire montra à Julien d'autres photos, des portraits de la famille Valancourt, la mère décédée depuis longtemps, des cousins, des associés. Julien réagit à certaines images, des éclairs de reconnaissance, des gestes familiers, une voix intérieure qui disait «
Tu connais cette personne, mais rien de net encore. Juste des sensations. Julien restait silencieux, mais ses yeux disaient tout. Il savait que ce qu'il redoutait était en train de se confirmer. Il avait été trahi par les siens, et il avait survécu, mais ce sursis avait un prix, sa mémoire, sa dignité, sa liberté. Claire, de son côté, commençait à penser plus loin. Il ne suffisait plus de le cacher. Il fallait comprendre ce qui s'était passé précisément, trouver des preuves, et peut-être confronter ceux qui avaient voulu l'éliminer. Elle savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Sa vie avait basculé la nuit où elle avait trouvé Julien sous ce pont. Elle n'était plus seulement infirmière. Elle était désormais l'alliée d'un homme dont l'existence entière reposait sur un mensonge que certains seraient prêts à tout pour préserver. Le matin se leva sur Lyon avec une lumière pâle et timide. Dans l'appartement étroit de Claire, le calme était trompeur. Léo, encore endormi, respirait doucement dans sa chambre, ignorant que l'homme dormant dans la pièce d'amis était l'héritier d'un empire, un fantôme revenu à la vie, dont la mémoire était un champ de ruines. Claire, en revanche, n'avait pas fermé l'œil. Elle resta debout une grande partie de la nuit à observer le visage de Julien, à penser aux mots échangés, à la révélation terrifiante qu'il avait faite. Il était Antoine Valancourt, et on avait tenté de le tuer. Elle savait que le simple fait de le cacher chez elle représentait un danger immense. Mais le rendre à ceux qui l'avaient presque effacé était impensable. Gérard Valancourt reviendrait, et cette fois, il ne demanderait pas. Il prendrait. Claire devait agir vite. Elle avait un plan encore flou, mais elle savait que rester à Lyon les condamnait tous les deux. Le jour à peine levé, elle réveilla Julien. Il ouvrit les yeux, encore engourdi par le manque de sommeil, mais son regard était clair. Il n'y avait plus de panique, plus d'errance, juste une décision. « On ne peut pas rester », murmura-t-elle. « Ils reviendront. »« Je sais », répondit-il. Ils préparèrent leurs affaires rapidement. Claire mit quelques vêtements dans un sac à dos, emporta les papiers qu'elle avait rassemblés, la clé USB contenant toutes ses recherches et la photo imprimée d'Antoine. Julien, encore affaibli, se changea en silence. Claire demanda à sa voisine de garder Léo quelques jours, invoquant une urgence familiale. Elle déposa un baiser sur le front de son fils, endormi, le cœur serré, puis quitta l'appartement à pas feutrés. Ils prirent le tram jusqu'à la gare de Lyon-Part-Dieu, évitant les regards, traversant la foule avec une prudence étudiée. Claire avait emprunté une casquette à son voisin, lui avait fait porter des lunettes de soleil. Julien, sous ses nouveaux habits, ne ressemblait plus en rien au jeune héritier mondain. Il ressemblait à un homme ordinaire, fatigué, mais déterminé. Ils achetèrent 2 billets pour une destination proche, mais montèrent dans un autre train au dernier moment, changeant de quai à la dernière minute. Un stratagème pour brouiller les pistes, simple mais efficace. Pendant le trajet, Julien resta silencieux. Il observait les paysages défiler à travers la vitre, comme s'il cherchait dans les collines, les maisons et les rivières un fragment de mémoire perdue. Claire, assise à côté de lui, tenait la clé USB dans sa poche, comme un talisman. Elle ne savait pas encore où ils allaient exactement, mais elle avait une idée. Paris. Là-bas, elle avait une ancienne amie de fac, devenue journaliste indépendante. Une femme discrète, habituée aux affaires sensibles, aux secrets de famille. Peut-être pourrait-elle les aider à comprendre, à diffuser l'histoire, à faire éclater la vérité. Mais avant Paris, ils devaient se poser, réfléchir, trouver un endroit sûr. Ils descendirent dans une petite ville au sud de Dijon, peu fréquentée, et louèrent une chambre dans un hôtel modeste. Claire utilisa un faux nom payé en espèces. Julien dormit pendant des heures, épuisé. Elle resta éveillée, consultant ses fichiers, relisant les articles, essayant de faire parler les détails. Chaque mot avait une importance nouvelle. Chaque ligne pouvait contenir une clé. Le lendemain matin, elle imprima quelques portraits de la famille Valancourt. Ils s'assirent face à face, dans la petite chambre d'hôtel, les photos étalées sur le lit. Julien les observa longuement. Certaines ne provoquèrent aucune réaction, mais devant d'autres, ses yeux changèrent. Il pointa un homme au front large et au sourire rigide. « Lui, je ne l'aime pas. Il criait souvent. C'est ton oncle Gérard. » Il baissa la tête, puis désigna une autre image, une femme plus jeune, élégante, au regard triste. « Elle, je crois qu'elle me manque. C'est ta cousine, Hélène. Elle a quitté la direction de l'entreprise peu après ta disparition. Elle vit à l'étranger maintenant.
Julien fronça les sourcils. Il commençait à assembler les pièces, lentement, avec douleur, mais la structure se formait. Une famille divisée, un héritage contesté, un homme disparu, et derrière le rideau, une vérité dangereuse. Ils passèrent plusieurs jours dans cette ville discrète, changeant d'hôtel, évitant les appels téléphoniques, ne se connectant qu'à des réseaux publics. Claire savait qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement dans cette clandestinité, mais elle voulait que Julien récupère des forces, qu'il soit prêt pour ce qui les attendait à Paris, car elle avait décidé. Ils iraient confronter les Valancourt, ils feraient éclater la vérité au grand jour. Une nuit, alors qu'ils dînaient dans leur chambre, Julien lâcha soudainement sa cuillère. Il fixait le mur, les yeux écarquillés. « J'ai revu le bateau », dit-il. « J'étais debout. Il faisait nuit. Je criais. Il y avait quelqu'un en face de moi. Une dispute, des mots violents, puis un coup. Et je suis tombé. » Claire se leva, s'approcha. « Tu es tombé où ?»« Dans l'eau. Il faisait froid. J'ai senti ma tête heurter quelque chose. Ensuite, plus rien. » Il la regarda, la voix tremblante. « Je crois que c'était Gérard. » Le silence s'abattit dans la pièce. Claire s'assit à ses côtés. C'était une révélation immense. Si Julien se souvenait correctement, alors il avait été agressé, peut-être même laissé pour mort. Gérard avait eu une raison, éliminer le seul obstacle à la direction de l'empire familial. Et personne n'avait posé de questions. Personne n'avait enquêté, parce que tout le monde avait cru qu'Antoine s'était volontairement volatilisé. Claire serra les dents. Elle sortit la clé USB, la posa sur la table. « Il est temps qu'on parle à quelqu'un. » Julien hocha la tête. « Oui, je veux les regarder dans les yeux et leur dire que je suis vivant. » Ils prirent la route dès l'aube, dans un train, à destination de Paris. Cette fois, pas de ruse, pas de détour. Ils allaient au cœur du danger, mais aussi, peut-être, au cœur de leur salut. Car Julien n'était plus une victime errante, il était un homme qui voulait reprendre sa vie. Et Claire, à ses côtés, n'était plus seulement une aide-soignante au grand cœur. Elle était devenue sa mémoire, son ancrage, son armure. Ensemble, ils étaient sur le point de faire trembler les fondations d'un monde qui croyait les avoir enterrés. L'arrivée à Paris eut un goût de retour aux origines, même si Julien ne se souvenait toujours pas précisément de sa vie passée dans la capitale. Dès que le train s'arrêta à la gare de Lyon, Claire sentit la tension se resserrer autour d'eux. Ils descendirent parmi la foule dense, chacun portant un sac discret, et prirent un taxi sans signaler leur destination à voix haute. Elle avait donné rendez-vous à son ancienne camarade d'université, Pauline Derville, dans un café modeste du quartier de Ménilmontant, loin des regards habituels des journalistes en quête de scandales rapides. Pauline était l'opposé de ces figures médiatiques. Elle travaillait pour une plateforme indépendante, spécialisée dans les enquêtes enterrées, les affaires que personne ne voulait toucher, de peur de froisser des intérêts plus puissants qu'eux. Ils entrèrent dans le café peu avant 10 heures. Pauline était déjà là, une femme d'une quarantaine d'années, cheveux courts, lunettes rondes, le regard vif. Elle les salua d'un signe discret. Claire fit les présentations rapidement. Julien resta en retrait, observant, prudent. Claire sortit la clé USB, la posa sur la table et parla pendant de longues minutes, expliquant tout depuis le début. La rencontre sous le pont, l'amnésie, les bribes de souvenirs, l'apparition de Gérard Valancourt, la fuite. Pauline écouta sans interrompre, prenant des notes, hochant la tête à intervalles réguliers. Lorsqu'elle inséra la clé dans son ordinateur portable, ses yeux se plissèrent. « Tu as beaucoup travaillé, Claire. Ces documents sont précieux. Il y a des noms, des dates, des mouvements de fond, des incohérences juridiques. Et si ce qu'il dit est vrai, alors on a une tentative d'homicide maquillée en disparition. » Julien, jusque-là silencieux, prit la parole. « Ce que je veux, ce n'est pas la vengeance. C'est la vérité. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Et je veux que ce soit connu, que les gens sachent ce que certains sont capables de faire pour du pouvoir. » Pauline sourit, non pas par plaisir, mais par respect. « Alors il faut aller plus loin. Il me faut une preuve concrète, quelque chose de personnel. Une lettre, un enregistrement, un témoignage qui établit la préméditation. Tu crois que ça existe ?» Julien secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais si ça existe, alors il est possible que je l'ai laissé quelque part, avant que tout disparaisse. » Claire se souvint alors d'un détail presque oublié. Lors de son transfert à l'hôpital, une infirmière avait récupéré un objet dans les affaires de Julien,
un vieux téléphone cassé, retrouvé dans la doublure intérieure de sa veste. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Elle se souvint que l'objet avait été mis de côté dans un casier du service, étiqueté comme sans propriétaire identifiable. Si ce téléphone était encore là, peut-être contenait-il quelque chose. Un message, une note vocale, une preuve. Ils prirent le train pour Lyon le lendemain, laissant Pauline travailler depuis Paris. Ils firent le voyage sans incident, entrant à l'hôpital comme deux visiteurs ordinaires. Claire alla directement au bureau des objets trouvés. Par chance, le téléphone était toujours là, enveloppé dans une pochette en plastique, avec une étiquette datée du jour de l'arrivée de Julien. Elle le prit, le glissa dans son sac et quitta l'hôpital sans éveiller de soupçons. De retour à Paris, Pauline les attendait dans un appartement prêté par un collègue, discret et sans lien avec eux. Ensemble, ils examinèrent le téléphone. Il était éteint, abîmé, mais Claire réussit à le brancher. Après plusieurs minutes de silence tendu, l'écran s'alluma. Plusieurs fichiers audio y étaient stockés. Le dernier, daté de 2 jours avant la disparition de Julien, portait un nom codé, Vérité Z. Ils l'écoutèrent dans un silence absolu. « Journal vocal date du 26 novembre, disait la voix d'Antoine. Je suis à Lyon, j'ai reçu des messages inquiétants de Gérard. Il parle de réévaluer les termes de la succession, évoque des erreurs, des manipulations. Il veut me voir ce soir, en privé. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai informé Hélène. Elle m'a dit de ne pas y aller seule. Si quelque chose m'arrive, alors ce message doit être entendu. » À la fin de l'enregistrement, Claire avait les mains glacées. Pauline ne disait rien. Julien se tenait droit, les yeux fermés, comme s'il revivait chaque mot dans son corps. Ce message confirmait tout. L'invitation à Lyon, l'entretien prévu, l'angoisse d'Antoine, le rôle de Gérard. Pauline se leva, prit son téléphone et fit un appel. Elle parla à voix basse avec un contact dans la presse. Le dossier était désormais entre les mains d'un journaliste chevronné, capable de le faire publier en couverture avec les extraits de l'audio et les documents de Claire. Mais surtout, Pauline avertit un avocat qu'elle connaissait, spécialisé en affaires de succession et en crimes économiques. Le lendemain, les premières alertes apparurent en ligne. Un enregistrement met en cause Gérard Valencourt dans la disparition de son neveu Antoine. L'héritier présumé est vivant. Enquête en cours. Puis vinrent les articles, les tweets, les appels téléphoniques. Les télévisions commencèrent à couvrir l'histoire. Une tempête médiatique éclata. Julien resta caché, protégé par Pauline. Claire gérait les journalistes, les forces de l'ordre, les demandes de vérification. Léo avait été récupéré en toute sécurité, hébergé temporairement par la sœur de Claire en Normandie. Il savait que la suite serait difficile. Mais la vérité, enfin, n'était plus un murmure enfoui dans l'eau glacée d'un fleuve. Elle avait trouvé sa voix. Et cette voix résonnait maintenant à travers toute la France. Les jours qui suivirent la publication de l'enregistrement furent d'une intensité insoutenable. L'histoire d'Antoine Valencourt, l'héritier présumé retrouvé amnésique sous un pont à Lyon, devint une affaire nationale. Les chaînes d'information défilèrent les images du jeune homme autrefois disparu, maintenant retrouvé grâce à une auxiliaire de vie anonyme. Claire, soudainement projetée au cœur de cette affaire, refusa toute interview. Elle laissait Pauline gérer les relations avec la presse, sachant que le moindre mot pouvait être détourné, exploité, mis en doute. Julien, quant à lui, restait cloîtré, protégé par un réseau discret de journalistes et d'avocats. Les autorités judiciaires, poussées par la pression médiatique, rouvrirent officiellement l'enquête sur la disparition d'Antoine. Des convocations furent envoyées à tous les membres de la famille Valencourt, y compris Gérard, qui, par l'intermédiaire de son avocat, nia fermement toute implication. Mais ce n'était plus seulement une affaire de famille, c'était devenu un scandale d'État. Le nom Valencourt, autrefois symbole de réussite et de discrétion, se retrouvait associé à des mots comme trahison, manipulation, tentative d'homicide. Julien, toujours sous l'identité de protection, refusait de se montrer publiquement avant d'avoir retrouvé toute la vérité. Il sentait que des fragments cruciaux de son passé restaient cachés quelque part dans sa mémoire, comme des pièces d'un puzzle refusant de s'assembler. C'est dans cet état de tension permanente qu'une nuit, alors qu'il somnolait sur le canapé du petit appartement parisien, un souvenir surgit avec une clarté insoutenable. Ce n'était pas un rêve, mais une scène, précise, cohérente en couleurs vives,
Il était sur un bateau, un modèle à moteur amarré sur la Saône. Il faisait nuit, l'eau était calme, mais l'air chargé d'électricité. Il se souvenait de la sensation du bois humide sous ses mains, du bruit régulier des vagues contre la coque, du parfum subtil de quelqu'un qui se tenait tout près. Et puis, la voix, grave, menaçante. « Gérard, tu ne comprends pas, Antoine, tu n'es pas prêt, tu ne sauras pas diriger. Tu vas tout détruire. » Julien revivait cette phrase comme un écho répété à l'infini dans son crâne. Il se rappelait avoir répondu avec une fermeté qu'il ne se reconnaissait plus. « Ce n'est pas toi qui décides. Père m'a tout légué. » Il avait ses raisons. Et puis l'instant de bascule. Un cri, un geste brusque, un coup derrière la tête. Il avait reculé, trébuché, senti son pied glisser sur une corde mal rangée. Et la chute. Le bruit de son corps heurtant la rambarde, puis le froid absolu de l'eau. Il n'y avait pas eu de lutte prolongée. C'était une scène brève, presque banale, mais d'une violence implacable. Gérard n'avait pas cherché à le secourir. Il était resté là, sur le pont, à regarder l'eau se refermer. Julien se réveilla en sursaut, le souffle coupé. Claire, réveillée par ses cris, accourut. Elle le trouva tremblant, en sueur, les yeux écarquillés. Il lui raconta tout, chaque détail. Elle ne le coupa pas. Elle savait que cette nuit était celle où la mémoire décidait enfin de parler. Lorsqu'il eut terminé, elle prit ses mains dans les siennes et dit simplement « Alors maintenant, tu sais. » Julien acquiesça. Le souvenir avait ravivé non seulement la scène de l'accident, mais aussi une multitude de sensations. Le sentiment d'avoir été trahi, la peur absolue de mourir noyé, le goût du sang dans la bouche, le désespoir de ne pas pouvoir appeler à l'aide. Il se souvenait aussi d'avoir dérivé longtemps, agrippé à un morceau de bois flottant, d'avoir finalement été rejeté par le courant près des quais, sans conscience, sans nom. C'était un miracle qu'il ait survécu. Mais ce miracle, il le devait à Claire. Le lendemain matin, Pauline contacta discrètement un inspecteur de police avec lequel elle avait déjà travaillé sur d'anciens dossiers sensibles. L'homme, sceptique au départ, accepta de les rencontrer dans un lieu neutre. Julien lui raconta tout, y compris le souvenir retrouvé. L'inspecteur prit note, promit de faire des recoupements. Il était encore trop tôt pour parler d'arrestation, mais pas pour enquêter discrètement sur les déplacements de Gérard à la date présumée de la disparition. En parallèle, Claire commença à recevoir des signaux inquiétants. Un homme en costume noir fut aperçu 2 fois en bas de l'immeuble. Un appel anonyme fut reçu sur son téléphone, une voix lointaine demandant si elle savait ce qu'elle faisait. Pauline reçut un mail contenant des menaces voilées, dissimulées dans un faux communiqué de presse. Ils comprirent qu'ils étaient désormais surveillés. Que la vérité, aussi établie soit-elle, restait dangereuse tant qu'elle n'était pas officiellement reconnue par les autorités judiciaires. Alors Claire proposa une idée risquée, mais nécessaire. Il devait retourner dans le domaine familial des Valencourt, à Paris. Julien devait affronter les siens, pas pour se venger, mais pour leur faire savoir qu'il était vivant, qu'il n'avait plus peur, qu'il n'était plus seul. Ils organisèrent un déplacement discret. Pauline avertit une équipe de journalistes de confiance. Julien, coiffé, rasé, habillé avec sobriété, mais avec cette allure de dignité retrouvée, entra dans le grand salon de la demeure familiale où une réunion de presse improvisée avait été organisée. Là, face aux caméras, aux flashs, aux murmures, il se présenta. « Je suis Antoine Valencourt. On m'a laissé pour mort. Mais je suis revenu. » La réaction fut immédiate. Certains membres de la famille, présents, blêmirent. Gérard n'était pas là, mais sa compagne, son fils et quelques associés détournèrent le regard. Un silence pesant envahit la salle. Julien poursuivit calmement, sans haine dans la voix, mais avec une détermination glaciale. Il ne demandait pas des excuses. Il exigeait la vérité, la justice. La vérité pour lui-même, pour son père, pour tout ce que la famille avait trahi. Et la justice, pour empêcher que cela ne se reproduise jamais. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement. Julien n'était plus un survivant. Il était redevenu Antoine Valencourt, et cette fois il comptait bien rester debout. Le jour où Antoine fit son apparition publique dans le salon ancestral des Valencourt fut bien plus qu'un simple moment de confrontation familiale. Ce fut un acte de rupture, une fracture nette dans le vernis de respectabilité que la famille s'était efforcée de préserver pendant des générations. À peine les premières images diffusées par les chaînes d'information, le visage d'Antoine, désormais reconnu officiellement, fit le tour du pays.
Dans les heures qui suivirent, l'appartement discret où il avait été logé devint impossible à sécuriser. La foule de journalistes campait à la porte, des curieux se rassemblaient sur le trottoir, les réseaux sociaux bouillonnaient de théories, d'indignations, de révélations nouvelles. Claire observait tout cela depuis un coin du salon, protégée par les équipes de Pauline. Elle avait assisté au discours d'Antoine sans bouger, sans cligner des yeux. Il avait été clair, ferme, sans animosité inutile. Il n'était pas venu chercher un pardon qui n'arriverait jamais, mais affirmer sa survie, son droit à la mémoire, à la vérité. Ce qu'elle lut dans les regards des membres de la famille présents fut un mélange complexe. Incrédulité, peur, et pour certains, une honte sincère. Aucun d'eux ne s'attendait à revoir Antoine vivant, encore moins dans cet état de calme et de lucidité. Ce soir-là, dans un hôtel de la rive gauche, Claire et Antoine furent hébergés dans une suite protégée, surveillés par 2 agents privés engagés par les avocats de Pauline. L'atmosphère était lourde de tension, mais aussi d'un étrange soulagement. Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant les toits de Paris comme s'il les redécouvrait pour la première fois. Claire s'approcha, posa une main sur son bras. Il tourna légèrement la tête vers elle. « Tu as vu leur visage ?» murmura-t-il. Il ne savait plus comment me regarder. « Parce que tu étais plus vivant qu'il ne l'espérait, et plus fort que ce qu'il redoutait. J'ai eu peur, avoua-t-il. Peur qu'en les revoyant, je m'effondre. Peur de redevenir ce garçon trop naïf, trop confiant. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce sont des gens qui ne me connaissent plus. » Claire acquiesça. Elle comprenait cette sensation mieux que quiconque. L'Antoine d'autrefois, le jeune héritier bien élevé, le visage lisse des magazines économiques, n'existait plus. Ce qu'il était devenu, un homme blessé, reconstruit, profondément changé, ne pouvait être compris par ceux qui l'avaient trahi. Le lendemain, les répercussions juridiques commencèrent. Gérard Valencourt fut convoqué par le procureur pour une première audition. Il se présenta accompagné de 3 avocats, niant avec force toutes les accusations. Selon lui, Antoine avait disparu volontairement à cause d'un déséquilibre psychologique, renforcé par les tensions liées à l'héritage. Il affirma avoir tenté de le retrouver en vain et accusa même Claire d'avoir manipulé un homme fragile à des fins médiatiques. Les accusations étaient absurdes, mais stratégiques. Il cherchait à inverser la pression, à discréditer la parole de celui qu'il n'avait pas su faire taire. Mais les preuves s'accumulaient. L'enregistrement vocal, le téléphone, les témoignages concordants, et surtout, la mémoire retrouvée d'Antoine rendait le récit de Gérard de plus en plus intenable. Des proches de la famille commencèrent à parler. Certains anciens employés contactèrent les journalistes, des documents de l'entreprise furent exhumés. La presse fouilla le passé de Gérard, révélant des pratiques douteuses, des pressions financières, des comptes offshore jamais déclarés. Claire fut convoquée comme témoin. Elle se présenta devant le juge sans crainte, raconta tout avec une précision méthodique. Le pont, le corps blessé, l'absence d'identité, les jours d'hôpital, la peur, la fuite, les indices, les soupçons. Elle raconta aussi le moment où elle avait su, sans l'ombre d'un doute, que Julien était Antoine. Elle parla de la façon dont il avait retrouvé ses souvenirs, lentement, douloureusement, jusqu'à ce soir où le mot « Gérard » était sorti avec la clarté d'une condamnation. Son témoignage ébranla les magistrats. Ce n'était pas une femme en quête de notoriété. C'était une professionnelle discrète, une mère, une citoyenne honnête qui avait juste refusé de détourner le regard. Son courage silencieux devint un symbole. Certains journaux parlèrent d'elle comme de « la voix qui a réveillé un disparu ». Mais elle évitait les projecteurs. Elle n'en avait jamais eu besoin. Sa seule mission, désormais, était de soutenir Antoine jusqu'au bout de son combat. Celui-ci, malgré la fatigue, malgré les attaques de l'entourage de Gérard, tenait bon. Il s'exprima publiquement lors d'un entretien diffusé en direct. Il y parla de mémoire, de famille, de trahison, mais aussi de renaissance. Il ne demanda pas la vengeance. Il réclama la justice. Une justice pour tous ceux qui, comme lui, avaient été réduits au silence parce qu'ils gênaient des intérêts puissants. Il termina son discours par une phrase que Claire n'oublierait jamais. « J'ai été effacé. Mais on ne peut pas effacer ce que la vérité fait renaître. » Ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous la pluie fine de novembre, Claire s'assit près d'Antoine sur le canapé de leur chambre d'hôtel. Il avait les paupières lourdes, mais un sourire paisible. Il lui prit la main. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, jusqu'à ce qu'il dise «
« Je crois que je peux enfin respirer. » Claire hocha la tête. « Moi aussi. » Et dans ce silence partagé, sans déclaration, sans promesse, ils comprirent qu'ils n'étaient plus seuls, qu'ils avaient construit au milieu du chaos quelque chose que ni le mensonge, ni le passé, ni même la peur ne pouvaient briser. Les jours suivants furent marqués par une accélération soudaine des événements. Alors que la procédure judiciaire contre Gérard Valancourt avançait lentement mais fermement, Claire ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose manquait encore. Le témoignage d'Antoine, l'enregistrement vocal retrouvé dans son téléphone, les preuves collectées par Pauline et l'équipe de journalistes, tout cela avait constitué une base solide pour ébranler l'édifice de mensonges construit par Gérard. Mais Claire savait par expérience que dans les affaires où les puissants étaient impliqués, il fallait plus qu'un faisceau d'indices. Il fallait un coup décisif, irréfutable, inattendu. Ce coup arriva de la manière la plus imprévisible. Un matin, alors qu'elle rangeait les effets personnels de Julien, maintenant Antoine, dans une boîte destinée à être transférée à ses avocats, elle découvrit au fond de l'un des tiroirs un petit objet qu'elle avait complètement oublié. Un dictaphone numérique, fin gris, presque usé, sans étiquette. Il avait été trouvé dans la poche intérieure de la veste qu'Antoine portait le jour de sa découverte, mais à l'époque, personne n'y avait prêté attention. Les jours avaient été trop confus, trop urgents, et l'objet avait été relégué au fond d'un tiroir. Claire le prit, l'inspecta et vit que la batterie semblait encore tenir. Elle appuya sur « Lecture » et une voix familière emplit la pièce. Ce n'était pas un message préparé ni un journal intime, c'était une conversation enregistrée en secret. Une discussion entre Antoine et Gérard, visiblement captée peu avant la nuit fatidique. La voix d'Antoine était calme, mais ferme. Celle de Gérard plus basse, menaçante par intermittence. « Tu ne comprends pas, Gérard. Père m'a tout laissé parce qu'il savait que tu n'étais pas prêt à gérer cela avec justice. Ce n'est pas une question de justice, Antoine. C'est une question de survie. Tu n'as pas idée de ce que tu affrontes. Il y a des alliances, des décisions prises depuis des années. Tu veux y mettre fin comme un enfant capricieux. J'ai trouvé les documents, les transferts vers les comptes étrangers, les pressions sur les actionnaires. Tout ça va s'arrêter. » Il y eut un silence, puis la voix de Gérard plus grave encore. « Si tu vas jusqu'au bout, tu ne seras plus un obstacle. Tu seras un danger. Et les dangers, Antoine, on les écarte, d'une manière ou d'une autre. » L'enregistrement se coupa là, abruptement. Claire resta figée, les doigts crispés sur l'appareil. Elle sut immédiatement ce que cela représentait. Ce n'était plus une simple confession de l'une des parties. C'était une menace explicite, captée avant la tentative d'assassinat. Une pièce maîtresse. Elle appela immédiatement Pauline, qui comprit l'importance du document. Une copie fut faite, envoyée à l'avocat, puis transmise à la police. Quelques heures plus tard, une perquisition fut menée au domicile de Gérard. Ce dernier, informé par ses conseillers, tenta de gagner du temps. Mais face à la pression publique et à l'enregistrement accablant, les autorités n'avaient plus le choix. Il fut placé en garde à vue, puis mis en examen pour tentative de meurtre avec préméditation. Le choc fut immense. Les journaux parlèrent de la chute du tuteur de l'Empire, d'un frère jaloux devenu bourreau, et même d'un héritage sanglant. Mais au-delà du tumulte médiatique, ce fut dans le silence d'un bureau d'avocat, quelques jours plus tard, qu'Antoine retrouva enfin une partie de sa dignité. Le procureur général en personne lui confirma que l'affaire allait suivre son cours, et que tout portait à croire qu'une condamnation serait obtenue. Il lui présenta également les nouvelles mesures de protection dont il bénéficierait, ainsi qu'à Claire et à son fils, pour éviter toute tentative de représailles. Antoine resta silencieux, les mains posées sur la table. Lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait porter plainte pour tentative d'assassinat, détournement de patrimoine, usurpation d'identité, il répondit d'une voix posée « Je veux que la vérité sorte, et qu'on n'efface plus jamais ma voix. » Claire, à ses côtés, sentit une pression invisible se relâcher en elle. Pendant des semaines, elle avait vécu dans l'ombre du doute, de la peur, de la fuite. Mais maintenant, elle voyait dans les yeux d'Antoine une lumière nouvelle, celle d'un homme qui n'avait plus besoin de se cacher. Peu après, les médias obtinrent la version complète de l'enregistrement qu'ils diffusèrent dans un documentaire exclusif. La France entière entendit les mots glaçants de Gérard, sa voix de serpent dissimulant à peine sa violence. Le public, d'abord choqué, se souleva en soutien à Antoine. Des lettres affluèrent, des messages de solidarité, des propositions d'aide.
Mais Antoine ne cherchait ni compassion, ni gloire. Il cherchait à reconstruire. Et dans ce processus, Claire resta son pilier, non plus comme la femme qu'il avait trouvée et sauvée, mais comme celle qu'il avait vue renaître. Il y eut des soirs où ils ne parlaient pas, où ils restaient simplement côte à côte, à regarder les lumières de Paris depuis un balcon discret. Des soirs où les mots étaient inutiles parce que leur silence suffisait à dire « Nous avons traversé l'oubli et nous sommes revenus ». Le procès approchait. Gérard serait jugé publiquement et Antoine, à présent, était prêt. Pas seulement pour affronter celui qui avait tenté de l'effacer, mais pour reprendre sa place, non dans une dynastie déchue, mais dans une vie nouvelle. Et cette vie, il ne comptait pas la mener seul. Le procès de Gérard Valancourt s'ouvrit par un matin gris, sous une pluie fine qui enveloppait les toits de Paris d'un voile presque cinématographique. La salle d'audience était comble. Journalistes, avocats, curieux, caméras installées à l'extérieur, tous attendèrent de voir tomber l'un des noms les plus influents de la haute société française. Antoine, lui, était assis parmi les témoins, vêtu d'un costume sobre, le regard calme, déterminé. À ses côtés, Claire, plus discrète, observait les visages autour d'elle comme on scrute une mer agitée avant la tempête. La première journée fut consacrée à la présentation des charges. Tentative de meurtre avec préméditation, dissimulation de preuves, détournement de biens, usage d'intimidation contre témoins potentiels. Gérard, fidèle à son attitude passée, plaida non coupable, dénonçant un complot médiatique, une manipulation émotionnelle orchestrée par un neveu fragile et une infirmière trop zélée. Ses avocats, brillants, tentèrent de décrédibiliser les témoignages, d'atténuer l'impact de l'enregistrement, d'insinuer qu'Antoine avait pu simuler son amnésie. Mais la vérité, cette fois, avait été trop solidement ancrée. L'enregistrement diffusé dans son intégralité, la chronologie des faits reconstituée avec précision, les documents bancaires et les transferts illégaux liés à Gérard, tout cela formait un mur contre lequel même les meilleurs plaidoyers venaient s'écraser. Antoine, appelé à la barre, parla avec une clarté désarmante. Il raconta tout. Le souvenir de la nuit sur le bateau, la douleur, la chute, le réveil sans mémoire, le vide, puis la lente reconstruction. Il parla aussi de Claire, de la main tendue dans l'obscurité, du soutien indéfectible, de la force silencieuse qui lui avait permis de ne pas sombrer. Lorsque Claire fut appelée, elle répondit sans emphase, avec la sobriété d'une femme qui n'a rien à prouver. Elle décrivit les événements avec exactitude, sans chercher à émouvoir, sans enjoliver. Son témoignage fut accueilli avec respect. Même les avocats de la défense, à court de moyens pour la déstabiliser, se contentèrent de questions mineures. Elle avait la vérité de son côté, et cela suffisait. Le procès dura plusieurs jours. À chaque fin d'audience, Antoine et Claire retournaient à l'hôtel, traversant la ville dans un silence qui n'avait rien de pesant. C'était un silence complice, nécessaire, celui de deux âmes ayant déjà vécu plus que ce qu'un procès pouvait contenir. Le verdict fut prononcé au terme de la 4e journée. Gérard Valancourt fut reconnu coupable. La peine, sévère, fut assortie d'une interdiction d'exercer toute fonction dirigeante dans une entreprise. L'homme, autrefois craint et admiré, quitta la salle entre deux gendarmes, le regard vide. L'annonce du verdict fut largement relayée par les médias. Mais étonnamment, Antoine ne chercha pas à célébrer. Il ne donna pas d'interview, il déclina les invitations des plateaux télé. Il déclara simplement, par communiqué, qu'il tournerait la page et que le nom Valancourt, s'il devait survivre, ne le ferait plus à travers la peur et les manipulations. C'est alors que vinrent les choix. Antoine fut approché par plusieurs membres du conseil d'administration de l'entreprise familiale. Ils lui proposèrent de reprendre sa place, d'assumer la direction, de redorer l'image de la maison Valancourt. Il écouta, poliment, mais refusa. Il ne voulait plus de ce monde de courbes financières, de dîners codifiés, de rivalités masquées. Il voulait autre chose, une vie dans laquelle il choisirait ses jours, ses mots, ses projets. Une vie où l'authenticité primerait sur l'héritage. Claire, de retour à Lyon avec Léo, reprit ses habitudes. Le quotidien avait quelque chose de rassurant, les couloirs de l'hôpital, les patients, les nuits longues. Mais elle n'était plus tout à fait la même. Elle n'attendait rien. Elle ne rêvait pas d'un conte de fées. Elle avait vécu une histoire improbable, profonde, marquée par la survie et la reconstruction. Cela lui suffisait. Mais un matin, alors qu'elle déposait Léo à l'école,
Elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe manuscrite. Aucune adresse, juste son nom. À l'intérieur, une lettre. Antoine écrivait simplement qu'il partait un temps, qu'il avait besoin de solitude, de silence, mais qu'il pensait à elle. Il écrivait qu'elle était devenue pour lui bien plus qu'un refuge, qu'elle représentait ce qu'il avait ancré à la vie. Il terminait par une invitation ouverte. « Quand tout cela sera derrière, j'aimerais te revoir. Pas pour parler du passé, mais pour peut-être, doucement, écrire un avenir. » Claire plia la lettre lentement, les yeux humides. Elle la rangea dans le tiroir de sa table de chevet, sans rien dire à personne. Elle continua sa vie, s'occupa de Léo, soigna ses patients. Mais certains soirs, elle regardait la porte d'entrée plus longtemps que d'habitude, comme si elle attendait qu'un souffle du passé vienne doucement s'y poser. Antoine, quant à lui, quitta Paris. Il s'installa provisoirement dans un petit village au bord de la mer, loin des projecteurs, loin des attentes. Il écrivit, marcha, apprit à cuisiner. Il découvrit une autre manière de respirer. Et chaque jour, dans le silence retrouvé de sa maison, il pensait à la femme au vélo rouge, à celle qui, sans rien promettre, lui avait offert la possibilité d'un recommencement. Les mois passèrent avec une lenteur douce, presque méditative. Claire avait retrouvé son rythme entre les gardes de nuit, les matins calmes avec Léo, les allées et venues du quotidien. Mais quelque chose en elle restait suspendu, comme un fil tendu dans l'air. Elle n'en parlait à personne, pas même à sa sœur ni à ses collègues, et encore moins à Léo. Pourtant, dans chacun de ses gestes, dans chaque décision anodine, il y avait la trace invisible de l'attente. Elle n'espérait rien, mais elle restait ouverte, prête. Le silence qu'Antoine lui avait laissé dans sa lettre n'était pas une absence, c'était une respiration. Elle avait relu cette lettre plusieurs fois, la nuit, dans la lumière dorée de sa lampe de chevet. Elle s'y accrochait sans jamais l'idéaliser. Elle savait que ce qu'ils avaient vécu ensemble relevait d'une exception, d'un espace entre les lignes du monde, et qu'il ne fallait pas chercher à le traduire en quelque chose de trop défini. Pourtant, elle savait aussi que ce genre de lien ne se rompait pas facilement. Il restait là, même lorsqu'on l'ignorait, même lorsqu'on essayait de redevenir simple. Il restait parce qu'il était vrai. Un matin de début mars, le ciel était clair, et Lyon baignait dans une lumière timide mais prometteuse. Claire finissait son service lorsqu'elle reçut un message sans signature. Une phrase seulement, 11 heures sur la passerelle. Aucune explication. Mais elle sut. Elle reconnut cette écriture discrète, cette manière de ne pas trop en dire. Elle demanda à une collègue de finir son tour, enfila son manteau et sortit sans se retourner. Elle traversa les rues encore calmes, le cœur battant. Ses pas la menant naturellement vers le lieu où tout avait commencé. La passerelle métallique était exactement comme dans son souvenir, usée, silencieuse, battue par le vent. Les arbres alentours étaient encore nus, mais la promesse du printemps semblait s'accrocher aux branches. Elle aperçut alors une silhouette, debout près de la rambarde, face au fleuve. Un homme, seul, vêtu simplement, tenant quelque chose à la main. Elle ralentit, s'approcha. Il se retourna. C'était Antoine. Il n'avait presque pas changé, mais tout en lui semblait apaisé. Ses traits étaient plus détendus, ses yeux plus clairs, son corps moins crispé. Il sourit. Dans ses mains, il tenait une bicyclette, rouge, restaurée, brillante, la même que celle qu'elle utilisait chaque matin, mais nettoyée, réparée, remise à neuf. Elle avait besoin d'un peu d'amour, dit-il doucement. Comme nous tous. Claire resta un instant sans voix. Puis elle s'approcha, posa une main sur le guidon. Elle t'a conduit jusqu'à moi. Elle méritait qu'on la soigne. Ils se regardèrent longuement. Il n'y avait pas de précipitation, pas de geste brusque, juste une immense reconnaissance dans leurs yeux. Antoine sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la tendit à Claire. « C'est une proposition, pas une obligation. J'ai acheté une petite maison, au bord d'un lac. Il y a un jardin, une chambre pour Léo et beaucoup de silence. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que c'est là, si un jour tu veux. » Claire prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Elle la glissa dans sa poche, puis elle leva les yeux vers lui. « Tu sais que je ne suis pas une femme de luxe ni d'apparat. Je ne suis pas faite pour les réceptions ni pour les rôles. Moi non plus, plus maintenant. Et je n'ai pas besoin d'un homme sauvé, juste d'un homme vrai. Je n'ai plus rien d'autre à offrir. » Ils restèrent ainsi côte à côte face au fleuve, les souvenirs dans le dos,
l'avenir encore flou devant. Antoine posa doucement la main sur la sienne. Il ne serra pas. Il la laissa libre. Claire ne la retira pas. Le silence entre eux était plein de choses non dites. Mais il n'y avait plus de questions urgentes. Plus de peur. Plus de fuite. Un groupe d'enfants passa sur la passerelle, courant, riant. Parmi eux, un petit garçon aux boucles claires ressemblait étrangement à Léo. Claire sourit. Antoine aussi. Ils suivirent le mouvement du regard jusqu'à ce que le calme revienne. Puis Claire murmura « Je crois qu'on pourrait marcher un peu. Où tu veux. Tant que c'est ensemble, ça me va. » Ils descendirent de la passerelle, poussant la bicyclette rouge entre eux. Pas de foule, pas de caméra, pas de promesses solennelles, juste deux êtres qui un jour s'étaient croisés dans un moment suspendu et avaient choisi de ne pas tourner le dos à ce que ce hasard avait offert. Une seconde chance, une confiance retrouvée, et peut-être dans les détours discrets de la vie, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Ils disparurent au coin de la rue, sous un ciel sans nuages, laissant derrière eux les restes d'une histoire que personne n'aurait pu écrire autrement.